Bien, chers collègues, nous poursuivons nos éditions du jour en entendant les représentants de Polpharma, auxquels je souhaite la bienvenue. Nous recevons Monsieur Philippe Ivanez, directeur des opérations antithrombotiques de Sanofi, président du réseau Polpharma, Monsieur Antoine Reveillot, président de Ceratec, Monsieur Fabien Riolet, directeur général de Polpharma. Polpharma, né en 2002, est un réseau professionnel de l'industrie pharmaceutique française qui réunit, 320 adhérents, 53% de la production, 60 000 emplois, répartis en régions Centre, Normandie et Île-de-France. Et je précise avec une pointe de fierté, monsieur le rapporteur, que vous êtes localisé à Chartres, dans le beau département d'Eure-et-Loir. Ce cluster a pour rôle de stimuler le développement économique et industriel des acteurs de la première filière pharmaceutique française par des actions qui favorisent la compétitivité, l'innovation et le dynamisme du réseau. Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je vais vous passer la parole pour une intervention d'une dizaine de minutes qui précédera notre échange sous forme de questions et réponses, à commencer par les questions du rapporteur, puis les questions des députés ici présents. Je vous remercierai de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et auparavant, et c'est un exercice impératif des commissions d'enquête, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et dire « je le jure ». Très bien, je vous remercie et vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose peut-être très rapidement qu'on se présente. Messieurs les députés, bonjour Monsieur le Président. Donc oui, je m'appelle Philippe Ivanez, je travaille chez Sanofi. Je m'occupe d'un groupe d'usines qui fabrique un antithrombotique. Je viens également des vaccins, parce que j'ai travaillé 10 ans dans les vaccins. Et je suis président de Polpharma. Oui, bonjour Messieurs les députés, bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Antoine Reveillot, je suis propriétaire d'une entreprise familiale qui fabrique du principe actif pharmaceutique à proximité de Chartres, dans l'Eure-et-Loir. Entreprise que j'ai repris de mes parents à la sortie de mes études en 1992. Je n'ai pas de lien autre que la direction et la propriété et cette activité commerciale de vendre et de développer des principes actifs pharmaceutiques pour l'industrie pharmaceutique française, mais aussi essentiellement américaine. Et donc, je suis Fabien Riolet, directeur général de Polpharma. Alors, merci beaucoup de cette invitation, parce que Dieu sait que la question industrielle, vraiment au cœur de Polpharma et dans l'identité de notre cluster. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter Polpharma. Donc, c'est une organisation en effet professionnelle de type cluster qui est née en 2002. Qui est historiquement implanté sur 3 régions, Centre, Normandie, Île-de-France, qui constitue ce bassin industriel, qui est un vrai bassin industriel, même si c'est sur 3 régions administratives, constitue le premier bassin de production pharmaceutique en Europe. Et en effet, sur cette base historique, on représente 53% de la production de médicaments en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, le deuxième bassin, et très beau bassin, qui est le bassin lyonnais, représente 17% de la production de médicaments en France. Aujourd'hui, donc, on est implanté sur ce territoire, mais pas seulement, puisqu'on a pris une dimension nationale, tout en restant dans notre ADN d'ancrage territorial, puisque 20% de nos adhérents sont dans le reste de la France, et nous nous implantons depuis récemment par l'absorption d'une autre organisation professionnelle dans Nouvelle-Aquitaine, qui représente donc 6% des emplois pharmaceutiques en France. Donc aujourd'hui, on va consolider 60% de la production de médicaments en France, 75 usines de production de médicaments et de biomédicaments, puisqu'on n'est pas que sur la chimie traditionnelle, médicaments traditionnels, mais on consolide la moitié des faibles forces, c'est un sujet que vous avez évoqué, en bioproduction en France. Ce qu'il faut retenir également pour Polpharma, c'est qu'on est dans une notion de filière, c'est-à-dire qu'au cœur, nous avons bien sûr les laboratoires pharmaceutiques et seulement des laboratoires producteurs, fabricants en France, qu'ils soient français ou étrangers, de toute taille, des grands groupes, des façonniers, des mid-size, encore des PME, il en reste encore, même si c'est un secteur qui s'est beaucoup consolidé.
Mais nous intégrons également, et donc je signalerai d'ailleurs que sur nos bassins d'implantation, donc Centre en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine particulièrement, 90% des usines sont adhérentes de Pôle Pharma, ce qui nous donne une légitimité, une vraie représentativité. Ce qui aussi justifie la présidence de Pôle Pharma par Sanofi. Mais nous consolidons toute une filière de tout type d'acteurs et d'entreprises, depuis le développement, toutes les phases de recherche, les phases amont, c'est pas nous, c'est plutôt les pôles de compétitivité, nos 6 pôles avec lesquels on travaille assez étroitement. Donc du développement jusqu'à la distribution, en passant par les fabricants de machines, en passant par l'ingénierie, en passant par le transport, par la chimie, d'où la présence d'Antoine Réveillot, et en passant également par la formation. École d'ingénieurs, des BTS, des IUT, 5 universités, Île-de-France, Centre, Normandie. Voilà. Donc c'est vraiment une logique d'écosystème, une logique de cluster. En termes d'effectifs, donc on a une équipe d'une 20aine de permanents répartis sur des bureaux en effet à Chartres, à Louviers près de Rouen, à Tours et à Paris, et maintenant à Bordeaux. C'est une vingtaine de salariés, comme je disais, 2,5 millions de budget, dont 70% de privés. Donc un budget des effectifs qui, dans le monde des pôles et clusters, nous situe dans des organisations bien dotées et bien organisées, avec une équipe d'experts bien organisée. Très rapidement, qu'est-ce qu'on y fait dans Pôle Pharma ? On va, bien sûr, c'est une logique de cluster et pôle de compétitivité. On va favoriser la coopération entre nos membres pour améliorer et leur donner un avantage compétitif sur des questions d'opération industrielle. C'est l'usine du futur, l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, la bioproduction. On est leader sur cette thématique, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, supply chain. C'est tout ce qui est bien sûr le réglementaire, puisqu'on est dans une industrie très fortement encadrée par une réglementation très forte, et on comprend pourquoi. Tout ce qui est compétences, formation, comment attirer, recruter, fidéliser. Donc là, on travaille beaucoup d'ailleurs avec nos territoires, puisque dans notre part de financement public, ce sont exclusivement des collectivités territoriales qui nous financent. Tout ce qui est innovation, et donc là on va être sur l'écosystème développement. Encore une fois, on n'est pas sur les phases de recherche, amont, etc., mais vraiment sur cette interface entre la recherche et nos industriels. Donc ça s'appelle le développement, les phases de scale-up de nos startups, etc. Et puis bien sûr les affaires publiques, puisque depuis sa création en 2002, Pôle Pharma porte ce discours, ce combat, puisqu'on a longtemps été assez isolé avant qu'on parle de réindustrialisation de Made in France, mais sur en effet l'intérêt d'avoir un appareil industriel fort autour de l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, avec une facilité de porter ce discours, puisque, comme je vous l'ai dit et je le répète, nos laboratoires pharmaceutiques sont que des laboratoires fabricants en France, quelle que soit leur nationalité. Et donc, on porte aussi cette thématique de souveraineté sanitaire, un terme qu'on a porté d'ailleurs un an avant le Covid, lors d'un colloque qu'on a organisé aux Invalides sur le problème de délocalisation des principes actifs et de fabrication du médicament. Pourquoi aux Invalides ? C'est un de nos adhérents, la pharmacie centrale des armées, qui se heurte aussi à des questions de problèmes d'approvisionnement en principes actifs. Voilà. Et qui nous avait accueillis aux Invalides. Par notre représentativité, bien sûr, on est intégré dans plusieurs instances. On est membre de la FEFIS,
même si nous ne sommes pas un syndicat. On a contribué très fortement au CSF et particulièrement au groupe de travail sur la bioproduction. Et donc, ceci étant, sur la préconfiguration de la future alliance France Bioproduction, on a des liens étroits avec le LEM, qui est administrateur de Pôle Pharma depuis le début. Et on est représenté à son conseil d'administration par notre vice-président Étienne Tichit, directeur général de Novo Nordisk France. On a contribué, on a été interrogé par le CSIS. On a fait une quinzaine de propositions sur lesquelles on pourra revenir. Voilà, donc Pôle Pharma, par ses missions, par sa représentativité, par sa façon de travailler, par la nature de ses adhérents, est un peu un objet un peu unique en France, à côté des 6 pôles de compétitivité qui sont sur notre amont. Ce qui a fait dire d'ailleurs Olivier Bogilot, président de Sanofi France, l'a fait fils qu'on était un peu un ovni dans le paysage, et Emmanuel Macron, lors de sa visite d'Elpharm à Saint-Rémy-sur-Arvre, qui produit donc un vaccin Covid, ça nous a fait plaisir, une chance pour la France. Voilà. Et donc la problématique qu'on porte, c'est question industrielle, c'est aussi une problématique au regard de ce qui est arrivé à la France et à l'industrie pharmaceutique. Il y a 15 ans, on était premier producteur de médicaments en Europe. Aujourd'hui, on est 4e, j'espère bientôt pas 5e. Et dans le même temps, ce n'est pas donc une fatalité, l'Italie est passée de la 4e à la 5e à la première place. Voilà. J'en ai terminé pour ces propos liminaires. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer la parole à monsieur le rapporteur, j'ai 4 questions à vous poser. Merci, monsieur. Je sais, monsieur le rapporteur, je me rattrape. Première question, si l'on se compare à nos voisins européens, quels sont, selon vous, les atouts et les faiblesses de notre pays pour accueillir de nouvelles lignes de production pharma ? Alors, j'y verrai... Pardon. Alors pour répondre à cette question, je verrai. Alors moi je suis plutôt orienté sur la partie industrielle, donc c'est quelque chose qui me touche assez directement. Donc je verrai déjà, la première chose, c'est le coût de fabrication. Le coût de fabrication, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on peut avoir certains pays européens qui se positionneront mieux que nous sur cet aspect-là. Le deuxième, c'est la réglementation. On a une réglementation aujourd'hui en France qui est un très bon niveau, qui est très exigeante et que l'on comprend, mais qui n'est pas forcément la même au niveau européen. Ce qui veut dire qu'on peut avoir à un moment donné des déséquilibres et un défaut d'alignement qui vont faire qu'on va être plus demandeur et donc nécessiter peut-être plus d'investissement aussi sur la partie en France. Et le troisième va être certaines règles. Alors en Europe, je ne sais pas, mais peut-être plus avec d'autres pays internationaux, mais sur la localisation. C'est-à-dire que pour pouvoir distribuer un certain nombre de produits dans les pays, il faut avoir un pied-à-terre, si je puis dire, donc une usine qui fabrique et qui délivre dans ces pays-là. Donc on peut être dans cette situation-là aujourd'hui où peut-être un peu plus difficile aujourd'hui, effectivement, pour nous, Français, d'attirer de l'activité. Très bien. Ma deuxième... oui, intervention de monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Vous nous avez développé quelques faiblesses. Est-ce qu'il y a des atouts pour répondre à la question du président ? Alors évidemment, il y a des atouts. On a aujourd'hui une force, avec une productivité qui est quand même au niveau France qui est reconnue. On a un savoir-faire, on a des compétences, on a un niveau de formation qui est intéressant et qui peut effectivement être un point positif pour attirer des investisseurs et donc de l'activité qu'il faut contrebalancer avec les autres points que j'ai développés avec vous. Très bien, merci pour ce vent d'optimisme, monsieur le rapporteur. Deuxième question sur le Conseil stratégique des industries de santé en 2021 qui a annoncé toute une série de mesures pour valoriser l'excellence de la production française. Quel regard portez-vous sur les annonces qui ont été faites dans le cadre du CSIS ? Écoutez, je pense qu'on est dans un moment assez particulier, parce que la crise de Covid a permis quand même une vraie prise de conscience et avec un discours, des postures, mais aussi des actes pris par le gouvernement qu'on n'a jamais vus depuis des décennies, il faut quand même le reconnaître. Et donc ça s'est traduit quand même dans un certain nombre de mesures du CSIS.
Alors, c'est vrai, si je voulais être un peu taquin, à chaque OCSIS, quand même, on a des mesures très intéressantes, mais souvent qui n'ont pas produit d'effet, qui ont été contredites par le PLFSS suivant quelques mois après. Mais là, on a quand même une vraie inflexion, une ambition. Et puis des marqueurs quand même assez forts. Je pense par exemple à cette mesure et cette position de relier de nouveau, puisque c'était le cas jusqu'aux années 90, c'est pour ça qu'on a autant d'usines pharma en France, de relier quand même une négociation de prix, d'un déremboursement plus progressif à la localisation de fabrication en France, ce qui nous paraît très légitime, parce qu'on parle quand même de la majorité des médicaments en France consommés en France sont remboursés, et donc on parle d'argent collectif à défaut d'argent public, et donc c'est une mesure qui nous paraissait logique. Voilà. Donc non, assez positif. Oui. Justement, c'était le sens de ma troisième question. On vient d'adopter vendredi dernier, en première lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui introduit justement ce critère industriel dans la fixation des prix du médicament. Donc vous avez dit que ça allait dans le bon sens. Est-ce que vous avez des alertes ou des préconisations pour que d'un point de vue opérationnel, sur la mise en place, pour qu'on passe de cet esprit à la réalisation concrète de ce lien-là avec l'industrie, que ça se fasse de façon convenable et que ça porte ses fruits? Des alertes, pas particulièrement. Maintenant, il faut qu'on voit si ça va se traduire par des effets concrets. Je pense que c'est surtout ça. Très bien. Quatrième question, et la dernière avant que je passe la main à monsieur le rapporteur. Le président a annoncé dans le cadre de France 2030 3 milliards d'euros pour le secteur de la santé et pour produire notamment 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques, dont celles qui sont liées à l'âge, et puis pour créer les dispositifs médicaux de demain. Selon vous, comment est-ce qu'on devrait procéder d'un point de vue opérationnel pour atteindre cet objectif et trouver et financer ces 20 biomédicaments? Quel devrait être le critère, la méthode, la gouvernance pour qu'on arrive à cet objectif qui a été annoncé par le président de la République? Alors déjà, je pense qu'il faut qu'on ait un accompagnement qui se fasse du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début et du développement de la molécule jusqu'à la partie industrialisation. Aujourd'hui, c'est peut-être une difficulté qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que les éléments sont séparés et vous allez avoir le développement d'une molécule, mais qui ne va pas pouvoir être à un moment donné industrialisée en France, parce qu'elle va être intéressante pour un autre pays qui va venir plus vite. On a eu quelques exemples récents. Donc il faut qu'on ait un accompagnement complet pour qu'on puisse mettre l'ensemble des acteurs ensemble, pour qu'on puisse trouver les solutions des différentes étapes. Ça me paraît important. Après, dans la sélection, puisque c'était une des questions, comment on va sélectionner finalement les biomédicaments de demain? Je pense qu'ils peuvent à un moment donné s'appuyer sur évidemment l'intérêt thérapeutique immédiat que l'on peut avoir par rapport à ces biomédicaments, et donc ça peut être une possibilité de priorisation s'il fallait la faire. À un moment donné, ça peut être aussi la technologie qui est derrière, puisqu'on peut avoir aussi une technologie innovante qui va être mise en place avec ce biomédicament qui va apporter un plus à un moment donné pour éventuellement d'autres développements futurs, et qui peut être un investissement intéressant à faire au départ pour pouvoir avancer sur d'autres sujets, les ARN messagers, enfin tout ce qu'on a pu entendre récemment. Ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à rajouter. Tu veux intervenir ? Non. Il est toujours un peu dangereux que l'État soit stratège dans la commercialisation. Il est intéressant qu'elle soit déclencheur au niveau de l'innovation, dans la recherche fondamentale. Ensuite, je crois qu'il y a quand même des règles du marché qui sont assez parfois difficiles pour des entreprises françaises. Et donc là, je pense que le professionnel et l'industrie est plus à même de pouvoir identifier la pertinence de besoins ou une certaine réalité, en donner une certaine réalité industrielle dans le futur. C'est tout. Pour terminer, en termes de gouvernance, je pense que le projet Alliance France Bioproduction, cette instance peut être à même
de coordonner, de piloter une stratégie, en effet, d'encouragement, pas de faire à la place des acteurs. Avec quand même deux remarques. Je pense que là, on a des difficultés, c'est qu'on a très peu de capacité d'accueil, de production, de phase de scale-up en France. Et donc, souvent, la start-up va se tourner vers des acteurs étrangers, comme Lonza, par exemple, hein, qui va leur dire on va vous faire le scale-up, et puis après, en plus, on va pouvoir vous réaliser la production si ça fonctionne. Donc, forcément, c'est quand même plus intéressant d'avoir un ensemblier. Et puis, le deuxième point, c'est une remarque sur cette phase de configuration de l'Alliance France Bioproduction. Parce que la bioproduction est, pour moi, un sujet d'intérêt stratégique national. Hein. On est dépendant à 95% de l'importation, par l'importation de ces biomédicaments, des produits qui sont d'un coût élevé, qui ne sont pas produits en France, qui commencent même, on le constate depuis 4 ans, à dégrader l'excédent commercial produit par l'industrie pharmaceutique en France. On est toujours entre le 4e, 5e secteur pour l'excédent commercial. Je trouve un petit peu dommage que l'État, finalement, s'engage sur cette alliance bioproduction en disant on va financer pendant 4 ans, puis après, débrouillez-vous, hein, trouvez votre modèle économique, etc. Donc, qu'il y ait un appel à des financements des industriels sur cette alliance, on peut le comprendre. Ce qui est curieux, c'est que, contrairement à certains autres pays, ça ne soit pas une agence même plus nationale. Voilà, c'est une organisation spontanée des acteurs. Je pense qu'il y a un enjeu stratégique qui mériterait un petit peu mieux en termes de soutien de l'État. Très bien, merci pour vos réponses. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Président. J'aurais plusieurs questions, donc je vais aller progressivement. Finalement, une question un peu d'ordre général. Vous êtes parti du cluster que vous évoquiez, Pôle Pharma, plutôt centré sur une région chère à notre président de commission. Mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer quasiment un cluster France ? Et comment allez-vous fonctionner, Pôle Pharma, si vous reprenez des adhérents qui sont d'autres régions ? Comment allez-vous organiser finalement les dynamismes régionaux ? C'est une très bonne question. En effet, il y a finalement, on est en train de fédérer l'ensemble des producteurs français et l'ensemble des producteurs français de médicaments petit à petit et leurs fournisseurs. Comme je disais, l'idée, c'est pas de se transformer en espèce de filière nationale, mais de bien garder cette logique de bassin. Et c'est ce qu'on est là en train de s'implanter en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est d'arriver à travailler sur une alliance de bassins plutôt que quelque chose de national. Donc évidemment, il y a des activités qui peuvent être mutualisées, hein, parce que les thématiques des industriels sont partout, qu'on soit dans le nord, dans le centre ou dans le sud-ouest. Mais dans notre ADN, on a vraiment cette alliance intime entre une filière industrielle implantée sur un bassin et les territoires. Et il y a un certain nombre et donc aussi, on cheville au corps cet aspect développement économique. Donc c'est bien le modèle qu'on est en train de prendre, c'est une alliance de bassin avec vraiment une attention particulière sur ce travail avec nos collectivités locales et parce que finalement on a un destin lié. La filière et des régions ou des collectivités ou des métropoles sur lesquelles il y a une forte empreinte pharmaceutique. Et si vous parlez de formation, même d'innovation, d'investissement, on ne peut pas faire sans les régions, par exemple, hein, ou sans des métropoles ou des collectivités de type agglomération. Voilà. Monsieur le rapporteur, avec votre permission, Philippe Berta souhaitait intervenir et abonder sur le même sujet. Oui, excusez-moi, monsieur le rapporteur. J'étais dans cette réflexion. Moi, je vais aller plus loin, puis je vais être un peu provoquant. Vous manquez d'ambition. C'est pas possible. Vous n'allez pas rester territorial. En plus, c'est vraiment paradoxal. J'ai en face de moi un acteur Sanofi. Moi, je connais les deux principaux historiques centres de production
les médicaments de Sanofi, c'est Sisteron en PACA et c'est Aramon en Occitanie. Donc, il faut que vous passiez à l'échelon national. Moi, je suis pour la simplification. Aujourd'hui, il y a une alliance France Bioproduction. Il faut que vous arriviez à convaincre qu'il faut une alliance France Pharma Production, qu'elle soit chimique, qu'elle soit biologique. Par pitié, simplifions le nombre d'acteurs potentiels. Parce qu'aujourd'hui, de même que vous allez avoir besoin de Toulouse, vous parlez de Bordeaux et l'Aquitaine, c'est sympathique, c'est pratiquement la seule région de France où il n'y a même pas un pôle de compétitivité santé puisqu'il a été fermé tout de suite par manque d'acteurs et manque de résultats. Bon, c'est un choix. Enfin, vous avez besoin de Toulouse, pourquoi? Parce que vous voulez faire de la bioproduction, mais vous savez très bien comme moi que la bioproduction, aujourd'hui, son problème, il est amont. C'est qu'on n'a pas d'outils de bioproduction, on n'a pas de bioformateurs nouvelle génération, donc il faut aller vous adosser à de la recherche de qualité pour faire de la bioproduction à des coûts qui deviennent raisonnables. Donc vous allez avoir besoin, je ne suis pas de là-bas, donc j'en parle librement, vous allez avoir besoin de l'INSA de Toulouse, obligatoirement. Donc pourquoi vous ne vous affichez pas directement à l'échelle nationale pour avoir cet acteur unique d'interface justement avec les 6 pôles de compétitivité, que je connais bien pour le compte, ayez cette ambition et simplifiez-nous effectivement l'organisation. Et puis on sait que si je suis petite biopharma, je ne sais pas moi, de Lumini par exemple, et que j'ai besoin de bioproduire un anticorps ou je sais que je m'adresse à vous, puis pointe à la ligne. Votre réaction à cette proposition de notre collègue? L'ambition, on en a. Après, en effet, fédérer ces grands bassins de production pharmaceutique, ça peut prendre du temps. Et puis, voilà. Mais l'ambition est là. Je suis bien d'accord. Monsieur le rapporteur, vous pouvez reprendre. Merci. Monsieur Réveillot, votre société Ceratec est productrice, si j'ai bien compris, de principes actifs. Je souhaiterais savoir, d'une part, dans le cluster régional, pour l'instant, du bassin, combien êtes-vous finalement en pourcentage de producteurs de principes actifs par rapport à l'ensemble des entreprises adhérentes? En tant que fournisseur, vous représentez à peu près combien? Et finalement, si vous êtes dynamique, c'est que vous avez pu absorber les coûts de fabrication et que vous avez une bonne productivité, pour reprendre les exemples cités tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire part des conditions de votre réussite? Premier élément. Et deuxième élément, qu'est-ce qui pourrait nous accompagner collectivement à une moindre dépendance, notamment de l'Asie? Bien, merci. Alors, en termes de statistiques, peut-être je me retournerai vers Fabien Riolet. On a une douzaine d'adhérents sur les 360 de Pôle Pharma. Donc, c'est relativement un faible nombre. Ceci dit, il y a peu d'entreprises avec des capacités de chimie thérapeutique. Parce que les capacités de chimie, on en connaît. On a des sociétés de type Séquence qui ont fusionné beaucoup d'entités de chimie en France et en Europe. Mais de chimie thérapeutique, c'est-à-dire orientée principe actif, pharmaceutique, de la molécule jusqu'à la mise sur le marché, c'est-à-dire avec une participation, une contribution des informations de la fabrication et de la qualité du produit dans la demande d'autorisation de mise sur le marché. Voilà, donc il y a également pas mal de syndicats qui sont plutôt des syndicats européens, de type des groupes comme l'API qui dérive du CEFI, qui est plutôt un lobby européen à Bruxelles. Il y a effectivement aussi pas mal de fabricants, et je pense que dans un domaine réglementé, on est relativement peu local, et on travaille réellement européen ou international. Alors, l'histoire de Ceratec, elle est un peu particulière, parce qu'effectivement, c'est une entreprise familiale. Je ne sais pas, je vais essayer d'être court, parce que je pourrais vous en parler assez longuement. Ceratec, c'était Serum Technologies, donc c'était plutôt destiné à des produits de biochimie, des produits à la Pasteur, des purifications de produits destinés à des indications en biochimie. Et dans les années 90, du fait de ma formation, je suis pharmacien, j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'assistance publique qui avait des besoins dans des médicaments qui n'étaient non disponibles sur le marché.
Et donc, on a développé, initialement, on était un petit groupe de 3 chimistes, une activité de développement de procédés de fabrication, et puis également dans tous les éléments de contrôle derrière des produits fabriqués, de façon à mettre à disposition des petites fabrications. C'est une activité qui était plutôt une activité de synthèse à façon et qu'on a développée en Europe. Et puis on a eu quelques opportunités sur le marché américain qui nous ont décidé. Alors on était installé initialement dans le 93 à Épinay-sur-Seine et on s'est délocalisé pour s'implanter dans l'Eure-et-Loir en construisant une petite usine avec un investissement relativement modeste mais assez important. Et je veux vous indiquer à ce que dans les années 2000, notre clientèle à l'export nous demandait d'avoir des certifications de bonnes pratiques qu'on ne pouvait pas obtenir en France. Ce n'est que bien plus tard qu'un régime de déclaration puis d'autorisation a été mis en œuvre en France, en particulier au travers de l'AFSAPS et puis de l'ANSM. Et donc l'histoire de notre réussite, c'est qu'en 2003, on a reconstruit une petite usine et avec l'intention de fabriquer des principes actifs pour le marché américain. Et donc la seule instance qui était capable de nous auditer et nous apporter, alors ce n'est pas des accréditations, c'est des acceptabilités, c'était la FDA, la Food and Drug Administration. Et donc juste pour vous indiquer que ce qui nous a un peu sorti du lot à l'époque, c'est une capacité d'innovation, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chimistes dans le monde qui sont très compétents. Mais on a ajouté une couche, disons, de niveau de qualité, d'assurance qualité, de contrôle qualité, à un niveau que nous on appelle d'excellence, c'est-à-dire toujours un peu très ambitieuse. Et au-delà des requis. Les années 2000 ont été très importantes en termes de lignes directrices internationales sur l'activité de chimie pharmaceutique, avec des textes dits ICH, donc d'harmonisation, une conférence d'harmonisation qui regroupait donc l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, et qui sont des textes qui régissent encore beaucoup la chimie thérapeutique, mais également, bien sûr, toute la filière pharmaceutique. Donc notre succès, je pense que ça a été d'avoir en fait une valeur ajoutée, alors ce qu'on appelait nous à l'époque un peu le moins 10 ans asiatique, et puis aussi de donner en fait clé en main, de développer la molécule, donc d'avoir une activité de chimie, de développement expérimental, jusqu'à la rédaction des dossiers clé en main pour l'industrie pharma. Et en particulier, il y a tout un système de dépôt d'informations, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sous la forme de dossiers maîtres confidentiels qui nous permettent de protéger nos savoirs. Alors, la concurrence asiatique, elle a existé pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est un peu difficile de dire que les Asiatiques peut-être polluent en général, mais en termes qualité, ils ont fait beaucoup de progrès. Et on a des installations en Asie qui sont tout à fait performantes. Le seul point, c'est que pendant la désindustrialisation de l'Europe, ils ont mis à profit, en fait, en étant moins 10 ans économiques, moins 10 ans environnementaux, moins 10 ans qualité, ils ont pu financer effectivement l'accaparement des marchés. Et aujourd'hui, à un niveau de qualité qui est très souvent acceptable. Et donc, l'élément différenciant qui aujourd'hui peut assurer le succès de mon entreprise, c'est au-delà de l'excellence qualité et au-delà de l'expertise scientifique, c'est la capacité de mener le développement expérimental, du développement expérimental jusqu'à la mise sur le marché, mais aussi la partie commercialisation. En fait, moi, ça fait donc 30 ans que je dirige cette entreprise, que je détiens totalement. On a eu 4 opportunités de molécules innovantes qu'on a vendues très souvent à des sociétés qui sont au Nasdaq, aux États-Unis. De la période du développement expérimental jusqu'à la mise sur le marché, les premières années de commercialisation, mais malheureusement, quand il a été question de fabriquer de façon industrielle, l'investissement de notre côté était trop important, et puis la mise en concurrence de notre propre client était, écoutez, j'ai une valeur de 1 en Inde, vous êtes à 100, donc soit vous alignez à 1,
soit je suis obligé pour mon business, de fabriquer à l'extérieur. Donc la partie, je dirais la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir se garantir le développement de la molécule et donc de pouvoir générer de l'innovation, mais l'apporter jusqu'à la commercialisation. Et au travers de Polpharma, on peut trouver des partenariats à des étapes très amont, puisqu'il y a des mises en relation qui ne sont pas seulement des entreprises de notre secteur, c'est aussi des scientifiques, il y a de l'expertise à tout niveau, de l'expertise scientifique, il y a aussi de l'expertise dans la logistique, l'emballage. Et je pense qu'une des valeurs ajoutées de Polpharma, c'est aussi que les adhérents sont très demandeurs, parce que ça apporte quand même un réseautage qui n'est pas si facile à obtenir si on est tout seul dans son coin. Donc voilà, ce qui a pu faire le développement de l'entreprise et qui ne l'a pas fait finalement, parce qu'on est encore une petite entreprise, on fait à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires, on est une quarantaine de personnes. Et voilà, on a faim, on se bat tous les jours, mais on perd souvent des produits innovants qui sont captés à un moment donné en termes d'industrialisation. Et il faut qu'on puisse mener et valoriser en fait tous nos savoir-faire qui couvrent toute cette chaîne de la mise à disposition de principes actifs pharmaceutiques de la meilleure qualité possible. Voilà, je pense que ça n'a pas été trop long, j'espère. Merci beaucoup, Monsieur Reveillot, pour cette réponse qui nous éclaire aussi sur la situation, notamment des producteurs de principes actifs. Est-ce que, messieurs Ivanès et Riolet, vous pouvez compléter, puisque finalement, si je reprends et si je synthétise, pardonnez-moi, monsieur Reveillot, votre propos, je dirais des conditions finalement difficiles qui sont liées à une mise en concurrence, à une faible capitalisation, peut-être à un accès difficile à des fonds d'investissement, et en même temps une réponse liée à votre expertise et liée à l'interaction avec le cluster. Donc est-ce que, en tant que représentant du cluster, monsieur le directeur, monsieur le président, vous pouvez nous donner des réponses concrètes? Comment peut-on aider Ceratec à se développer et à tripler de volume et de chiffres? C'est une vaste... de monsieur Reveillot qui aimerait bien tripler. Oui, bon, ensuite, si vous voulez, bon, moi, j'ai des valeurs familiales, donc si vous le plaît, peut-être que mon développement, il est fait aussi qu'il y a une passion derrière. Alors, je ne dis pas qu'on est très confortable quand l'entreprise gagne de l'argent, parce qu'effectivement, on peut réinvestir, et ça a été souvent le cas, mais on est souvent en dents de scie, un peu avec des cycles. Bon, l'entreprise familiale, elle a un peu de mal également à pouvoir céder du capital et à prendre des risques avec des tiers. Je me suis rapproché d'instances de type BPI, parce que c'est des projets qu'on a de longue date, qui sont déjà inscrits, et qu'on a d'ailleurs déclenchés très récemment. Et donc là, on est sur cette voie de développement et d'investissement en termes de capacité. Mais il est vrai qu'on peut soit s'adresser à des fonds, alors on appelle ça des fonds spéculatifs, mais bon, des fonds dans la santé, qui sont souvent étrangers. Et ça a d'ailleurs été le cas pour certains de nos clients qui ont finalement été franco-français. Et puis, des fonds sont venus parce que le développement pharmaceutique est aussi très coûteux, en millions, en dizaines de millions. Et l'appel à du capitaux comme ça, souvent, c'est des capitaux étrangers avec co-investissement de la BPI, minoritaire. Et quand le produit est sur le marché, finalement, la BPI est minoritaire. Le fonds étranger est intéressé à maximiser son investissement initial, et donc l'innovation, elle s'en va du territoire, pour sûr, et parfois d'Europe. Et donc, en termes de... simplement, quand j'ai rencontré la BPI à quelques reprises, on me reprochait un peu d'être une entreprise familiale parce que finalement, je voulais mettre un ticket relativement modeste, en me disant, oui, si vous vouliez 15 ou 20 millions, on aurait pu vous trouver quelque chose, mais... Bon, pour un ticket comme ça, peut-être que votre banque peut s'en débrouiller, etc. C'est vrai qu'en plus, on a une activité qui est très particulière, qui est assez mal comprise, qui paraît risquée de l'extérieur, parce que très réglementée.
assez pointu en termes scientifiques. Et donc, oui, l'accès au financement est relativement difficile. Donc, comment on peut y arriver? Je ne sais pas, peut-être recentrer l'émission de la BPI, non pas à contribuer à des très grands projets de façon minoritaire, chercher un peu moins de s'inscrire comme un fonds d'investissement performant, plutôt d'avoir une mission dans effectivement le développement industriel français. Ensuite, j'ai qu'une vision partielle, c'est la vision que j'en ai eue, donc je ne pourrais pas en faire le procès ni en tirer une conclusion de généralité. Oui, et puis on pourrait peut-être ajouter, mais je ne suis pas le seul à le dire, c'est-à-dire d'organiser des conditions de marché et de concurrence, des conditions loyales. Parce que finalement, la délocalisation des principes actifs, notamment vers l'Asie, est la cause d'une baisse de prix, d'une recherche de prix plus bas. Mais aussi d'échapper finalement à une augmentation des coûts due aux contraintes environnementales qu'on impose en France et en Europe, et en France souvent avec une surtransposition ou des degrés plus élevés. Donc tout cela est légitime, mais sauf que on laisse importer des produits qui ne sont pas... on a exporté notre pollution finalement, et on importe des produits qui ne sont pas réalisés dans des conditions qu'on exige de la part de nos entreprises. C'est là que le bas blesse. Voilà. De la même façon, tu avais un exemple, Philippe, sur les conditions d'importation de médicaments, c'est un peu pareil. Oui, j'en ai parlé un petit peu avant. C'est vrai que certains pays aujourd'hui vous obligent, pour pouvoir distribuer un médicament dans leur pays, de fabriquer localement, ce qui est pas notre cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui à un moment donné influe sur cette délocalisation, on va dire, de la fabrication. Et après, je pense qu'effectivement, l'aspect réglementation qui est nécessaire, qu'il faut maîtriser, il faut qu'il soit équilibré, de façon à ce qu'on puisse ne pas accepter finalement d'autres produits qui sont fabriqués avec des règles différentes et peut-être parfois des contraintes différentes et qui permettent d'avoir une compétitivité qui est meilleure. Donc là, il y a un sujet. Est-ce que je dois entendre votre réponse comme une invitation à renforcer la réglementation européenne pour favoriser la localisation pour distribution? Alors je vais reprendre la parole, effectivement, oui, parce que moi j'ai l'expérience de 2 sites, et j'ai des sites en Europe, et effectivement aujourd'hui certaines régions d'Europe n'ont pas le même niveau d'exigence. Et je ne parle pas d'un point de vue qualité, je vais parler d'un point de vue environnement, je vais parler d'un point de vue investissement. Et donc effectivement, une harmonisation européenne d'un certain nombre de choses permettrait d'avoir une meilleure réponse. Au sujet de l'Europe, vous savez que l'année dernière, à peu près à cette même époque, il y a eu l'annonce du projet ERA, c'est-à-dire d'une agence de recherche. On ne sait pas encore très précisément les contours que ça pourrait prendre, mais l'idée était de copier un peu la BARDA américaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être déjà un élément de réponse? Ce n'est pas l'élément total, bien sûr, de la réponse à la localisation, mais est-ce que ça peut en être un? C'est un premier pas, effectivement. Ce n'est pas une réponse complète, mais c'est une première réponse qui permet d'avoir un alignement déjà au niveau européen, ce qui me paraît important. Je reviens, pardonnez-moi, sur les principes actifs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons, globalement, en Europe et principalement en France, une dépendance vis-à-vis des pays asiatiques, dont on a bien compris que la qualité était quand même aujourd'hui au rendez-vous, même s'il n'y avait pas tous les niveaux de qualité environnementale, etc. Alors, oui, effectivement, on a une dépendance, et je pense que c'est une dépendance qui sera définitive. Il faut voir que le principe actif, qui est quand même ce que l'agence appelle les matières premières à usage pharmaceutique, c'est souvent des processus de fabrication qui sont longs, y compris pour des molécules qui sont peu complexes, parce que la réglementation nécessite d'avoir une bonne connaissance des produits qu'on fabrique. Et donc, on a ce qu'on appelle des produits de départ, qui sont souvent des composés de ce que j'appelle la chimie lourde, et qui sont indisponibles en Europe.
certains produits de départ sont des produits dits réglementaires, c'est-à-dire que c'est le point de départ de votre fabrication auquel s'appliquent les bonnes pratiques de fabrication. Et certaines technologies en Europe n'existent quasiment plus. Des réactions de type fluoration ou de nitration ou de chloration sont quasiment peu disponibles. Il y a quelques acteurs, un ou deux en Europe. C'est de la chimie qui est relativement sale, qui est odorante, qui génère des déchets importants et qui constitue en fait les premiers maillons des constituants qu'on va assembler et faire réagir ensemble pour produire ce principe actif. La question est, sommes-nous disposés à réintroduire de la chimie très en amont de façon à pouvoir fournir en fait en produit de départ la fabrication. J'y crois pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est un intérêt quelconque, sauf à bien désigner et bien identifier quel type de produit de départ serait réellement nécessaire et de mettre en œuvre des technologies plus modernes. Alors, il y a des technologies en chimie, la chimie en continu, il y a des chimies sans solvant, il y a des chimies vertes. Il faudrait savoir si réellement il y a un élément stratégique à maintenir cette fabrication, si on est prêt à en accepter le surcoût de fabrication en amont. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de savoirs qui sont aussi partis, d'installations qui ont disparu. Je pense à la phogénation, tout ce qui était à Toulouse, tout ce qui a pu maintenant qui effraie beaucoup aussi la population. Et donc, je ne suis pas très confiant à pouvoir réintroduire de la fabrication très en amont, mais qui est quand même une des sources essentielles, un des maillons essentiels à pouvoir fabriquer les choses. On peut avoir de la très bonne chimie et un environnement très, très, très favorable à la fabrication avec beaucoup d'expertise. Mais si on n'a pas les produits de départ, ces intrants qui cachent un peu l'iceberg, qui sont vraiment la partie immergée de l'iceberg et qui sont nécessaires. Donc de ce point de vue-là, il y a une réelle problématique en chimie. Merci. Mais pensez-vous que cette dépendance que vous avez qualifiée de définitive très spontanément, ou devrait l'être ou le sera pour tous les produits? Au contraire, ne faut-il pas avoir malgré tout pour une relative souveraineté sanitaire pour certains produits? Je pense au paracétamol. Ce matin, il y avait un article, je crois, dans le Figaro qui relatait que sur des médicaments pour traiter l'hypertension étaient en quasi-rupture pour manque de principes actifs. Donc on voit bien que sur de nombreux médicaments, on aurait peut-être intérêt à se poser la question autrement et à privilégier certains principes actifs. Oui, je poursuis juste un petit peu. Alors là, vous parlez de paracétamol, on parle en fait des molécules qui ont les plus gros volumes en Europe et qui sont des médicaments essentiels. La problématique est d'identifier réellement ce qui est un médicament stratégique ou un médicament essentiel, ce que l'agence appelle des MITM, donc des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. On sait qu'il y a eu des définitions sur ces MITM, et s'il n'y a pas d'alternative, ça pourrait être intéressant qu'ils soient identifiés comme des produits, disons, stratégiques sur lesquels on doit s'interroger sur l'origine des ruptures, qui peut être effectivement sur la partie chimie, la disponibilité des produits de départ, mais qui peut être aussi à toute étape de la production. Oui, ça fait partie des propositions qu'on avait remis au CSIS, c'est-à-dire d'identifier une liste de produits d'intérêt thérapeutique majeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des listes, mais elles sont extrêmement longues, mais se focaliser sur quelques produits qui mériteraient en effet de relocaliser, mais en mettant aussi des conditions de marché. Donc des conditions de marché, c'est des prix, c'est peut-être une commande publique, parce que l'industriel ne va pas se lancer dans une relocalisation de production s'il n'est pas sûr de pouvoir vendre derrière à un prix qui peut être raisonnable, mais qui doit correspondre quand même à un équilibre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait proposé, et puis après accompagner avec une aide à un investissement et encore une fois des conditions de marché. On pourrait même imaginer,
pour faciliter l'appui de l'État en la matière et encourager les industriels à faire revenir ce type de production. Et l'idée d'ailleurs, c'est pas forcément, on n'a pas besoin de faire 100%, ne serait-ce que 10-15% sur des molécules un peu stratégiques. Ça suffirait en cas de crise à rapatrier du savoir-faire, mais en cas de crise, de pouvoir remonter en puissance si les approvisionnements se coupent. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus rien. Et là, pour relancer ce type de production, ça peut prendre des mois et des mois. Voilà. Mais on a même imaginé et proposé, sur la suggestion d'ailleurs d'un ancien ministre de la Défense, de classer ce type de produit sécurité nationale, ce qui pourrait nous exonérer de certaines règles européennes qui sont qui sont pas forcément, qui rendent pas forcément le soutien de nos entreprises. On l'a bien vu d'ailleurs, les grands plans de relance ou les appels à projets Capacity. On est dans un moment où l'État, et c'est heureux, si on veut retrouver de la souveraineté, où l'État a pu aider même des ETI ou des groupes, puisqu'on s'est exonéré, je crois jusqu'au 31 décembre, je me demande si ça n'a pas été repoussé d'ailleurs, on s'est exonéré des règles de concurrence européennes, et où l'Europe, dans ce cadre-là, pour reprendre une expression d'Hubert Védrine, est un petit peu l'idiot du village mondial et le bon élève de l'OMC, mais voilà. Alors, Monsieur Bertha souhaitait poser une question. Oui, non, c'est juste pour susciter votre réaction et voir comment vous interprétez. Moi, je repasse sur l'aspect bioproduction, puisqu'on a quand même cette problématique devant nous et qu'il serait peut-être temps d'y répondre rapidement. Et cette rapidité nécessaire, moi, je vais prendre 2 exemples que vous connaissez comme moi. Je voulais un peu voir ce que vous en pensiez. C'est l'exemple, il y a déjà 2 ans, de Cell4Cure, donc composante du LFB, qui passe sous pavillon suisse. Et puis, c'est l'exemple le plus récent d'une entreprise que vous connaissez bien, qui est Poskesi, dont on sait l'origine, puisque l'origine, c'est quand même la FM Téléthon de Généthon, c'est quand même de l'argent, cette fois-ci de nos concitoyens, qui passe sous pilotage de mémoire coréen du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne serait pas temps vraiment de réagir en bioprod ? Alors, c'est une très bonne remarque. On en parlait encore en préparant la réunion. Je n'ai pas de solution miracle, mais il est quand même inquiétant de voir un peu ce plafond de verre de nos startups en bioproduction qui, dans leur phase de développement, sont souvent des phases de développement financées, avec des cofinancements de l'État, avec le soutien des pôles de compétitivité dans les phases les plus amont, pôles de compétitivité qui sont cofinancés par l'État et les régions. Maintenant, le grand nombre sont rachetés par des capitaux étrangers, américains, etc. Donc là, il y a un vrai sujet, oui. J'ai pas de solution là à vous proposer, mais c'est un peu scandaleux même. Bien, monsieur le rapporteur, pour 2 dernières questions. Oui, merci Président. Pour revenir sur ce que vous venez d'évoquer, un plafond de verre des startups alors qu'elles sont financées par les pôles de compétitivité, quel rôle voyez-vous à l'Agence de l'innovation en santé ? Première question. Sur cette agence, alors peut-être que Pôle Pharma n'est pas le plus légitime à parler de ça, puisqu'on est, comme je vous le disais, sur la partie plus développement et industrie, mais son rôle, mais j'enfonce une porte ouverte, ça serait justement de retisser ce continuum entre la R&D et la partie industrielle, et puis veiller à ce que tout le monde se parle, et d'animer aussi, de coordonner et s'appuyer sur l'ensemble des réseaux qui font ce travail. Nous, par exemple, sur la partie développement et industrialisation, et les pôles sur la partie plus amont. Voilà. Et une bonne articulation avec l'Alliance France Bioproduction. Merci. On a évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué les biomédicaments, la vingtaine de biomédicaments qui pourraient être financés, subventionnés. On a évoqué les produits d'intérêt thérapeutique majeur. De votre point de vue, même si je partage complètement la nécessité, bien évidemment, d'avoir des politiques fortes en la matière, mais de votre point de vue, qui
qui décide, qui fixe ces produits d'intérêt thérapeutique majeur, qui fixe les 20 biomédicaments à produire? Alors, sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, une de nos propositions est de donner des moyens aux autorités d'inspection, entre autres l'ANSM. Quand Ceratec va sur le marché américain, la FDA nous fait payer tous les ans des droits, simplement pour exister. Et si on dépose un dossier d'une nouvelle molécule active, on a également des droits. Alors, parfois, ça peut être interprété comme un conflit d'intérêts, puisque on est obligé de financer le propre système d'inspection ou d'audit qui va venir nous inspecter. On connaît l'indépendance de la FDA et également la qualité de son expertise dans le domaine. Ces moyens, ils sont indispensables aux autorités pour pouvoir collecter un certain nombre d'informations venant de l'industrie, qui sont des informations confidentielles, qui peuvent être des informations de savoir-faire ou des informations business. Et de pouvoir collecter et d'avoir une bonne connaissance du marché, ça peut permettre de faire un suivi des causes de rupture ou des causes de pénurie, de façon confidentielle, et puis faire ce qu'on fait régulièrement dans l'industrie, faire des analyses de risque pour pouvoir établir des produits qui sont sensibilisés ou qui ont une sensibilité particulière à un moment donné, et ça permettrait d'identifier les choses. Et je pense que là, ça serait le rôle des autorités et non pas d'une association, parce que c'est des informations qui sont relativement confidentielles, et ça permettrait par contre de pouvoir éditer un certain nombre de listes qui, elles, pourraient justifier à des industriels d'investir, parce qu'on va je vois qu'au travers de toutes les démarches aujourd'hui, on met beaucoup d'argent à disposition. C'est merveilleux, mais si on a beaucoup d'investissements industriels, si on n'a pas de quoi l'exploiter et le rembourser, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau. Pire que ça va probablement être dans la capacité de rembourser pour ceux qui sont partis sans objectif ou d'idée derrière de ce qu'ils pourraient en faire. Mais aussi, ça ne donne pas beaucoup de sens si derrière il n'y a pas une stratégie. Donc ensuite, au-delà des pénuries, sur des médicaments qui seraient plutôt des produits de bioproduction, là je pense qu'il faut une vraie collaboration entre les besoins du médecin, les besoins sanitaires, du moins thérapeutiques. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent sur le marché qui sont protégés par des brevets, donc il s'agit pas, on ne va pas les faire du générique, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de molécules, on ne peut pas, donc il faut quand même aussi de la recherche en amont, d'où la pertinence de la nouvelle agence de l'innovation, mais qui doit se limiter ensuite au niveau de la commercialisation, à bien faire l'interface et la balance, et équilibrer les relations avec l'industrie derrière pour pouvoir faire réussir l'industrialisation. Oui, je dirais que le choix de ces 20 molécules, il est multicritère, c'est-à-dire c'est en effet le progrès thérapeutique pour les patients, c'est regarder, également, enfin c'est un mix entre l'intérêt thérapeutique et puis, moi je dirais comme ça, quels sont les volumes ou les valeurs qu'il y a derrière, parce que ça doit aussi contribuer. Cette politique et cette stratégie, ça doit, à mon sens, être contributeur et accélérateur de, je dirais pas la réindustrialisation, puisqu'on est très faible sur l'industrie de bioproduction, mais sur le développement d'un appareil en bioproduction. Et ça veut dire que ces molécules qu'on veut pousser, il faut aussi s'assurer que la production se fera en France, sinon on retombe dans le travers dont on vient de parler. Et je pense que l'aspect technologique, on en a parlé, est important aussi, parce que cet aspect technologique peut nous donner une avance après pour la fabrication et le développement d'autres produits. Donc avoir un premier accès sur l'intérêt thérapeutique, évident. Le deuxième sur la technologie qu'il va falloir mettre derrière pour pouvoir développer ce médicament. Et derrière, comme tu le disais, pouvoir avoir derrière l'outil industriel qui le fabriquera en France. En guise de conclusion, est-ce que vous avez chacun une recommandation absolue pour repasser de la 6e place à la
on est peut-être à la 5e, mais enfin bon, pour remonter, on va dire, dans le classement des producteurs pharmaceutiques en Europe. Je pense qu'elle est simple et on semble quand même prendre ce chemin, c'est-à-dire que le médicament pendant 15 ans a été vu comme une variable d'ajustement des déficits des comptes sociaux, que dans ce triptyque de nos interlocuteurs dans l'industrie pharmaceutique, que sont le ministère de la Santé, le ministère du Budget et le ministère de l'Industrie, rarement le ministère de l'Industrie avait le dernier mot, où pouvait faire prévaloir un peu son voilà. Et donc je pense qu'il faut renouer, c'est ce qu'a fait l'Italie, avec un regard 360 sur le médicament. Il y a des enjeux de finances publiques, de finances de la sécurité sociale, il y a des enjeux thérapeutiques, et puis il y a aussi des enjeux économiques. Et que finalement, on vient de se rendre compte avec la crise Covid que ne plus regarder, abandonner toute politique industrielle et toute logique industrielle quand on parle du médicament, eh bien, on met en danger finalement les deux autres piliers, c'est-à-dire les enjeux thérapeutiques pour notre population, puisqu'on ne sait plus produire certains médicaments, et puis aussi les comptes sociaux, puisqu'on importe à grand prix, par exemple, des biomédicaments produits à l'étranger. Et sans création de valeur sur les territoires français, alors que c'est de l'argent collectif. Bien, merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos réponses. Merci pour ces échanges. Je vous rappelle qu'il est toujours possible, bien évidemment, de nous envoyer des éléments écrits au secrétariat de la Commission si vous souhaitez nous apporter des compléments, et nous serons heureux de les inclure dans nos travaux. Je vous remercie à nouveau. Nous allons suspendre et nous reprenons à 14h30. Merci.